Plusieurs Européens ont fait le programme Erasmus à la fin de leurs études ou pendant leurs études pour aller voyager dans un autre pays, apprendre une autre langue, étudier ailleurs. Mais c'est qui Erasmus? Salut, c'est Simon, et comme deuxième volet de ce petit voyage à la Renaissance, voici mes impressions de lecture de Erasme, grandeur et décadence d'une idée, de Stefan Zweig. L'essai historique que Stefan Zweig a écrit sur Erasme de Rotterdam a été publié en 1934. Comme j'ai dit la dernière fois, j'ai un petit peu le doute que cette époque, par le parallèle avec la montée du nazisme, a véritablement influencé Stefan Zweig. Et ici, le parallèle, il est très grand. Je vous fais pas une biographie de Stefan Zweig, je vous renvoie à ce que j'ai dit de Zweig dans les autres capsules que j'ai faites à son sujet. Erasme de Rotterdam est né en 1466 ou 67. Il était un fils illégitime, si bien qu'il a été abandonné par ses parents et très tôt il a été placé dans un monastère. Il a donc appris à lire, il est devenu une personne très érudite. Il est devenu prêtre, mais aimait pas du tout le côté de la prêtrise. Il a préféré continuer à vivre comme moine. Et pendant la première partie de sa vie, il a voyagé beaucoup en Europe, de Venise jusqu'au nord de l'Allemagne, jusqu'en Angleterre, où il s'est fait ami avec Thomas More et le jeune Henri VIII. Erasme a très longtemps cherché des mécènes pour financer son mode de vie, mais sans jamais vouloir véritablement se vendre à un roi, un puissant ou un mécène. Donc, une des valeurs fondamentales d'Erasme, c'était son autonomie. Mais à une époque où les écrivains ne pouvaient pas vivre du profit de leurs livres, mais devaient trouver d'autres moyens pour se financer, c'était grandement problématique. Erasme a été véritablement connu en dehors des milieux, on dirait aujourd'hui intellectuels, alors en dehors des milieux érudits, à partir de sa 50e année. Donc la plus grande partie de sa vie, c'était justement ses voyages, des écrits, de la théologie, et il s'est mis à être grand traducteur du grec vers le latin. Tous les écrits d'Erasme sont en latin, et il est notamment connu pour avoir tout retraduit la Bible à partir de la Bible des Septante, qui est la Bible de référence en grec. C'est un ouvrage qui peut nous apparaître, banal, c'était en fait révolutionnaire. En faisant ça, il s'opposait d'une certaine manière à l'Église et au canon de l'Église qui disait c'est la Vulgate, la Bible de référence, point. Et là, lui, il nous dit non, je vais vous faire une autre version et qui, parfois, était en contradiction avec les autres. Donc, c'est quelqu'un qui était théologien, mais qui était très critique. Il ne voulait suivre aucun dogme. Erasme était un grand défenseur, était un grand promoteur de l'humanisme. Si on veut, c'est le penseur humanisme. C'est quoi l'humanisme? L'humanisme, c'est un courant intellectuel de la Renaissance qui est très important et qui place l'humain au centre de tout. C'est un courant très pacifique. Erasme est contre les guerres. Et une des idées de base d'Erasme, et puis Zweig nous en parle très bien, c'est cette croyance qu'avec l'éducation, on pourrait finir par éliminer la guerre. Erasme voulait que tous les grands dirigeants d'Europe s'instruisent, soient cultivés, lisent les anciens romains, les anciens grecs aussi qui ont été redécouverts à partir de la Renaissance avec la chute de Constantinople. C'était sa conviction que les grands dirigeants donc arriveraient presque naturellement par l'accumulation de savoir à des états de paix. Une autre chose très importante au sujet d'Erasme, c'est cette croyance en une Europe unifiée. Et à l'époque, l'Europe, c'était pas mal le monde, même si on venait de découvrir les Amériques. Et bon, dans le dernier siècle, on avait découvert le Cap de Bonne-Espérance, on avait fait le tour de l'Afrique. L'important, c'était d'unir toute l'Europe, donc tout le monde, avec une langue, le latin, une religion, le catholicisme, et que toutes les petites divisions de frontières perdent leur importance. Donc ça, c'est les grandes idées d'Erasme. Erasme a été beaucoup connu par ses adages, recueils de phrases et de pensées. C'est devenu super populaire auprès des gens de cour, des gens instruits, parce que c'est devenu comme un petit guide de phrases chic pour bien reluire en société. Ces adages ont été publiés en 1500, et en 1511, il se met à penser à un livre qu'il va écrire ensuite rapidement en 7 jours. Et ce livre-là va véritablement faire qu'il sera connu au-delà des cercles des grands puissants et des gens érudits. Il s'agit de l'éloge de la folie. Et c'est de ce texte-là dont je vais vous parler dans ma 3e et 4e capsule. Évidemment, Stefan Zweig nous place bien cet éloge-là dans l'importance de la vie d'Erasme. Maintenant, après l'éloge de la folie, où déjà Erasme critique l'Église catholique, là, il ouvre la voie à d'autres critiques. Et c'est ainsi qu'il ouvre la voie à Luther.
ce que Luther a fait, l'autre grand réformateur, à qui on attribue généralement la réforme, en traduisant la Bible en allemand et en la rendant accessible directement au peuple. Ça n'aurait pas été possible nécessairement sans le travail préparatoire d'Érasme. Jusqu'à ce que Luther se mette à être un actif défenseur de cette réforme-là, ça va plutôt bien dans le monde d'Érasme. C'est presque la paix en Europe. L'humanisme est en vogue et va bien. Mais là, Luther arrive avec une vision beaucoup plus combative de l'Église, qui demande des réformes dans l'Église. Et lorsque l'Église réprime Luther, ouvre une grande brèche en Europe, partout, mais dans la vie d'Érasme aussi. Très souvent, les deux parties vont essayer d'obtenir l'approbation d'Érasme. Donc, d'un côté, l'Église catholique, de l'autre côté, les réformateurs. Et Érasme, toujours, garde son idée de tolérance et son idée de neutralité et d'indépendance, et ménage la chèvre et le chou, et n'ose pas prendre position, ce qui fait qu'il va être haï des deux côtés. Pour quelqu'un de sa trempe qui aime vraiment étudier, qui n'aime pas se mêler outrageusement des conflits du monde et du siècle, ça sera véritablement terrible. Et la force du texte de Stefan Zweig, c'est l'étude psychologique du personnage historique dans ce tiraillement. Stefan Zweig dépeint Érasme comme quelqu'un d'incroyablement brillant, mais d'un peu mou. Quelqu'un qui n'ose pas. Il y a plusieurs grands rendez-vous manqués avec l'histoire où Zweig dit « Non mais si Érasme était allé, peut-être ça aurait évité le bain de sang que ça a causé, et ainsi de suite. » C'est fascinant chez Zweig, il est capable de nous parler d'un personnage, de nous intriguer de ce personnage, de nous passionner pour ce personnage, mais lui-même a véritablement une distance critique. Il n'est pas que dans un mode de « Wow, tout est beau, quel grand humaniste, quel grand Européen qu'a été Érasme », c'est-à-dire il va fouiller dans la psychologie pour nous montrer aussi ses parts d'ombre, ses divisions. C'est ça qui est cool dans Stefan Zweig. Dans ce livre, il y a véritablement un chapitre vers le milieu que j'ai trouvé ô combien merveilleux. C'est vraiment un chapitre où tout vire. Et honnêtement, si je me trompe pas... Ce grand chapitre, ce chapitre où en le lisant, je fais comme « Wow », c'est le 6e chapitre de 11, donc c'est évidemment en plein milieu. C'est le chapitre intitulé « Grandeur et limites et frontières de l'humanisme ». Ce chapitre-là est en 2 parties. Dans la première partie, il montre la grandeur de l'idée de l'humanisme, à quel point c'est une idée forte. Mais il y a une faille à son humanisme. Érasme mettait l'humain au centre de tout, oui, dans une vision théologique de la chose, mais il y avait dans les écrits d'Érasme quand même un certain mépris des paysans, des gens ordinaires. C'est quelqu'un pour qui le savoir est important, mais le savoir à l'époque, c'est réservé à une élite qui parle latin, si bien que même dans cette grande idée, il y a une grande faiblesse dans l'humanisme d'Érasme, et dans l'humanisme en général, c'est que c'est un humanisme qui parle d'une humanité avec une vision quand même restreinte. Et dans ce chapitre-là, c'est fascinant comment Zweig montre justement que cet élément est ce qui causera la chute de l'humanisme, parce que Luther, lui, c'est quelqu'un qui parle en chair et qui est en chair, oui, il était gros aussi, mais qui parle dans la chair des églises et qui est capable d'entraîner les foules. Et évidemment, dans un combat entre quelqu'un qui est intellectuel, qui publie des écrits qui sont certes, qui vont mettre le feu à l'Europe, mais qui n'aime pas le scandale, et de l'autre côté, quelqu'un qui enflamme les foules, qui gagne? La personne qui est capable de faire monter toute une population aux armes. Donc, dans ce chapitre central, il y a une belle description complète de ce beau mouvement, et en même temps, Stefan Zweig nous montre ce qui, dans l'humanisme en tant que tel, en a causé la perte. C'est dense, c'est beau. Alors, est-ce que c'est pour tout le monde, ça? Ben, vous savez, moi, j'aime dire que n'importe qui peut lire n'importe quoi dès que ça nous tente. C'est accessible. Sachez que c'est très psychologique, introspectif. C'est un portrait intérieur. Je vous recommande ça. Allez fouiller dedans, allez voir là-dedans. Si vous aimez Zweig, si vous aimez découvrir des personnes que vous connaissez moins ou pas, allez jeter un coup d'œil. Qu'est-ce que vous connaissez d'Érasme? Commentez en bas, il y a tellement peu de commentaires et je les aime tellement. Suivez-moi encore pour 2 autres capsules où je vais vous parler de 2 éditions de l'Éloge de la folie que j'ai lues avec un grand plaisir. Entre-temps, abonnez-vous à mon Instagram Verbomoteur pour voir
quelques petites citations. Et là-dessus, je vous souhaite bonne lecture.